Bonsoir tout le monde. Je suis content de voir votre solidarité en tant que d'originaire d'Afrine, où mes parents en ce moment vivent sous les bombardements barbares turcs, si vous voulez. Et également, je présente mon mécontentement vis-à-vis de tout cela. Donc, si vous voulez, ce qui me dérange le plus, si on va regarder dans l'histoire des gouvernements turcs successifs, ils ont massacré 1,5 million des Arméniens et personne n'a dit rien. Et en fin de compte, il n'y a que des rescapés arméniens à gauche et à droite. Et le fait de dire que je soutiens ou je fais quoi qu'il soit n'apporte rien du tout, en fait, à ces rescapés, si vous voulez, qui ont toujours de la peine au fond des cœurs. Par la suite, si on voit 4000 villages kurdes ou pas kurdes brûlés, massacrés en Turquie, le mot soutien n'apporte rien du tout. Pareil, en fait, à ces rescapés que j'ai d'ailleurs rencontrés à Istanbul, et ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, nous aussi on est des réfugiés. On est des Turcs, mais on est des réfugiés à Istanbul, car notre village a été carrément brûlé. Et de dire le mot soutien à ces Chypriotes en 1979, apparemment, corrigez-moi, à ces Chypriotes où ils ont été chassés et ils ont été en fait tués, le mot soutien n'apporte rien à ces Grecs. Et aujourd'hui, 365 villages, qui est un nombre négligeable par rapport à 4000, par rapport à 1,5 million, par rapport à ces nombres colossaux. Si vous voulez, jusqu'à quand ces villages vont pouvoir résister l'embargo déjà en fait imposé par le régime syrien? Et si vous avez d'ailleurs pu le remarquer, la pauvreté dans laquelle vivent les gens au nord de la Syrie, vous savez, ça vient d'où? Ça vient en fait de l'exercice volontaire du régime ou des régimes syriens au cours des 50 ans. En fait, ils ont voulu que ces peuples-là vivent en pauvreté et réfléchir tout le temps, en fait, de se déplacer, aller travailler à Damas ou à Alep ou abandonner, en fait, leur région. Et donc, on constate ça très bien. Moi, j'ai eu l'occasion que je suis né à Alep, donc j'ai grandi à Alep, donc je peux, en fait, si vous voulez, différencier et comprendre tous ces exercices-là. Maintenant, pourquoi je suis mécontent? Je suis mécontent car, en fait, vous êtes tout gentil, vous travaillez jour et nuit, en fait, pour la cause d'Afrine, mais en fait, le travail tout seul et le mot soutien, je suis solidaire, ça porte rien. Aujourd'hui, mes parents vivent sous le bombardement. Peut-être tout à l'heure, peut-être demain, en fait, ma belle-mère, c'est l'épouse de mon père, car ma mère, qui est dans la tombe aussi, peut-être, en fait, sa tombe ne sera pas épargnée des bombardements turcs, car, en fait, les bombardements turcs visent les sites archéologiques, visent les cimetières, visent tout ce qui est en relation avec l'histoire de la région. Vous voyez là? Et ils m'ont envoyé des messages aujourd'hui, ils m'ont dit que des bombes partout. Des bons partout, mais le mot soutien, est-ce que ça suffit? Ça suffit pas. Quelle est la définition? Quelle est la définition du mot djihadiste dans le dictionnaire de M. Le Drian et dans le dictionnaire de M. Macron? Je veux savoir ça. En fait, la définition du mot djihadiste, c'est quoi? Est-ce que quand il va commettre, si vous voulez, un crime ici sur le sol français, à ce moment-là, on va le qualifier djihadiste? Et aujourd'hui, il y a une collaboration claire entre la Turquie et entre les djihadistes. Allahu Akbar. Donc, et on ne dit rien. Il y a une bénédiction en plus. Il y a une bénédiction. Et donc, mais je suis désolé, mais en fin de compte, c'est notre histoire qui paye, qui est en train de se perdre. C'est mes parents qui aujourd'hui risquent leur vie. Et en plus, je vais vous rassurer, en fait, ils disent que nous, on est contents car on va partir et la conscience est à l'aise. Vous voyez là? Donc, mais je suis mécontent pour cela. Vous voyez là? Et je remercie de nouveau, en fait, votre présence et le travail qui est fait. Et d'ailleurs, juste, je souligne, en fait, les mots qui rentrent tout droit dans le cœur
formulée par M. Osman Beydemer, car je le suis tout le temps. En fait, en cette circonstance et dans un état vraiment des policiers, et lui, nous avons quand même des voix qui disent que voilà, on n'est pas d'accord. Donc voilà, merci encore. Bonsoir. Je voudrais remercier la France Insoumise qui a initié ce débat et cette soirée de solidarité avec le Kurdistan et avec Afrin plus spécialement. Je suis une grande sympathisante de la France Insoumise et j'étais particulièrement conquise par la campagne électorale qui a été faite pour la présidentielle notamment, et notamment pendant le discours de Marseille. Alors j'ai trouvé que la France Insoumise avait eu des positions extrêmement courageuses, notamment vis-à-vis des États qui étaient pourvoyeurs du terrorisme et de l'islamisme. Alors on sait bien que c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie qui a été citée par monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui a aussi apporté son soutien aux combattants kurdes qui combattaient réellement Daesh, contrairement à la Farge, etc. Vous devez certainement vous en souvenir. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une position franche, claire, vis-à-vis de la politique d'Erdogan actuelle, qui est véritablement en train de mener une épuration ethnique, parce que c'est véritablement le terme, avec en plus l'appui des djihadistes et des combattants de l'État islamique qui ont d'ailleurs, il y en a un qui a confirmé les propos justement des forces démocratiques syriennes. Donc moi, ma question, j'aimerais savoir si monsieur Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que c'est une question de poids politique. Moi, je pense que si monsieur Mélenchon avait une position forte et qu'il soutenait clairement le combat démocratique et fédéraliste du Kurdistan, en tout cas du Rojava, je pense que ça porterait ses fruits. Voilà, je vous remercie. Une question donc par rapport au Kurdistan d'Irak. On a entendu qu'il y avait des blocages importants qui empêchaient le développement du canton d'Afrine. Et donc, quels sont l'état des rapports qui peuvent exister entre les Kurdes syriens et les Kurdes irakiens? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir comme évolution de ces rapports? J'ai vu aussi qu'il y avait une certaine solidarité qui s'était exprimée au niveau du Parlement européen. Donc, c'est quand même significatif. Il faut aussi le souligner. Après, la question qui me vient, c'est on parle effectivement que la solidarité, ça ne doit pas être qu'un mot. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, de quoi vous avez besoin, outre le soutien politique? C'est vrai qu'il faut qu'on fasse pression sur nos politiques à nous, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà. Alors, en termes d'action concrète, est-ce qu'il faut multiplier les débats comme celui-là dans toutes les villes de France? Est-ce qu'il faut... voilà, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bonsoir. Je suis... Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que vous exposez de votre existence et de ce qui se passe dans cette région qui est extrêmement mal connue pour nous? Moi qui suis porté plutôt sur la géopolitique, je dois dire que quand on écoute la propagande et ce que vous racontez, faut vraiment s'intéresser aux choses pour le savoir, ce qui se passe là-bas. La seule chose que je peux vous dire par rapport à notre position diplomatique en France, c'est que j'ai vraiment honte de ce qui se passe. J'ai connu une autre diplomatie française qui portait très haut donc notre message, y compris laïque, à l'extérieur. Et là, nous avons du gros n'importe quoi et nous-mêmes, nous sommes très inquiets par rapport à notre propre laïcité. Ce que vous faites au nord de la Syrie par rapport à ça est magnifique. Je ne savais absolument pas que vous aviez réussi à vivre ensemble en tant qu'ethnie différente. On devrait d'ailleurs réapprendre ça ici, puisque nous avons également une dérive à ce niveau-là. Nous sommes en train de nous proratiser, nous ethniciser de manière très dangereuse. Donc je voulais juste vous exposer mes excuses en tant que Française par rapport à ce qui vous arrive. Voilà, ça c'est la première des choses. Et en revanche, je suis contente on peut se tutoyer, je suis contente que tu aies exposé ce rôle très ambigu occidental,
parce qu'il se trouve que moi, j'aimerais bien savoir ce que les Russes fabriquent. Étant donné que j'ai dû fouiller sur les réseaux pour comprendre qu'en réalité, ils attendaient que vous vous mettiez sous la houlette du gouvernement syrien pour commencer à bouger. Je crois que c'est ça que j'ai fini par trouver en creusant. Non, ne remerciez pas l'Occident, ne nous remerciez pas parce qu'à un moment donné, vous avez été aidés. Ce qui arrive maintenant est absolument lamentable. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire, c'est à ce niveau-là. Pour en revenir à Jean-Luc, alors du coup, je vais les questions et les réponses. Jean-Luc a été extrêmement insulté sur sa page quand il a pris la défense d'Afrine. J'étais épouvanté par la montée des Turcs qui sont arrivés derrière. Peut-être les loups gris, hein, j'en sais rien. Hein. J'étais épouvanté. Voilà. Moi, je ne sais pas, en tant que sur la question diplomatique, ce qu'on peut amener, parce que nous sommes malheureusement nous-mêmes ridiculisés en Assemblée nationale quand on a le courage d'exposer ce qu'on a à exposer. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Et c'est alors que vraiment, effectivement, Jean-Luc ou d'autres ont le courage quand même d'exposer les choses. Je suis, en tout cas, ce que je veux vous partager avec vous, c'est mon côté désolé. Voilà. Non, moi, j'ai aussi une question sur la Russie. L'intervention turque en Afrine ne pourrait pas avoir lieu sans l'aval de la Russie et aussi des États-Unis, bien sûr, hein, mais surtout de la Russie. Or, la Russie est le principal soutien international de Bachar el-Assad. Bon. Donc, comment expliquez-vous l'attitude de la Russie dans cette situation? La première question. Deuxième question, vous avez beaucoup insisté sur le côté islamiste de Erdogan. Certes, son parti est islamiste. Mais est-ce que sa crainte principale n'est pas une région kurde, en tout cas majoritairement kurde, pas exclusivement kurde, mais dans le nord de la Syrie, hein, une espèce d'autodétermination, la possibilité que les Kurdes créent pour la première fois historiquement quelque chose qui est une aspiration historique de longue date et en lien effectivement avec les Kurdes de Turquie, du HDP, etc., etc. Est-ce que c'est pas ça son problème principal? Bon, au-delà de sa religion, bon, évidemment, c'est sûr, mais à mon avis, c'est moins important. Il faut que je parle, moi. Ouais. Il faut que je parle dedans, moi. Pardon. Donc, là, on a eu... moi, ce que je vous propose, c'est Khaled et Djamileh, si vous pouvez. Déjà, il y a plusieurs questions. Il y a la question de l'attitude des différentes grandes puissances, on va les appeler comme ça, quoi. Donc, la Russie, les États-Unis, plus largement les forces coalisées, et puis après, on pourra voir un autre thème. Alors, pour les puissances, en tout cas, lorsque nous sommes organisés, nous avons procédé à l'organisation de notre population, il n'y avait pas encore une intervention étrangère d'une façon directe. Il n'y avait pas la coalition, ni la Russie d'ailleurs. Notre résistance contre les terroristes, il a mis en lumière le danger que ces islamistes, ces terroristes, notamment Daesh, dans le combat de Kobané, il a mis en lumière le danger qui peut peser sur le reste du monde. Et il y a eu la coalition internationale anti-Daesh. Donc, à l'initiative de la France, bien sûr, ils ont commencé à nous aider dans le combat contre les terroristes. Cette coalition, c'est vrai, il nous a aidés largement. Il nous aide actuellement dans le combat anti-Daesh et anti-terroriste en général. Alors, par contre, vous savez, entre la coalition internationale d'un côté et entre la Russie, il y a une sorte d'entente. Les zones de combat séparées ou les zones d'influence, si je peux dire, dans les combats surtout contre Daesh et contre les terroristes. À l'ouest de l'Euphrate, c'est
c'est entendu que ce sera une zone plutôt de l'influence russe. Afrin, c'est pour cela nous avions eu une coopération avec la Russie dans la région d'Afrin, alors qu'à l'est de l'Euphrate, Manbij y compris, nous avons libéré tous ces territoires à l'aide de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, mais la France joue un rôle important dedans. Il y a la présence des Anglais aussi. Pour les Russes, ils ne se cachent pas, donc c'est le premier soutien du régime de Damas. Le régime actuel de Damas, nous avons souffert, ce n'est pas une démocratie. Par contre, toujours, ils ont l'espoir de récupérer les zones que nous avons libérées de Daesh pour que le régime redevienne comme auparavant. D'ailleurs, si on regarde bien dans les propos tenus par la Russie, on dit oui, les Kurdes, autonomie culturelle, ça. Lorsqu'on dit les Kurdes, pour nous, ce n'est pas acceptable parce que nous ne sommes pas seuls. Comme je viens de dire, notre exemple, notre modèle, ce n'est pas basé sur l'ethnicité. D'ailleurs, le parti politique qui a une influence importante là-bas, c'est PYD, Parti de l'Union démocratique, ni marqué Parti démocratique kurde, ou ni une connotation ethnique ou confessionnelle. C'est pour cela notre modèle de système politique, c'est pas l'entité à l'image ou à l'instar de État-nation. Et c'est pour cela, malheureusement, donc les Russes, dans leur entente avec les Turcs, ils ont accepté que les Turcs occupent la zone entre Jarablus, Azaz et Albab. En contrepartie, la Turquie a retiré ses terroristes de plusieurs zones, notamment de l'est d'Alep. Actuellement, donc l'histoire d'Afrin, tous les terroristes que la Turquie, dans leur entente, dans leur négociation d'Astana, a retirés des autres régions, ils les ont injectés dans la région d'Idlib. Alors, dans leurs accords entre les Turcs d'un côté et les alliés de régime, notamment la Russie et l'Iran de l'autre côté, il paraît qu'il y a des difficultés. Eh bien, déjà, les groupes terroristes ne sont pas tous unis. Il y a Al-Qaïda, il y a Daesh, tout ça, bien qu'ils soient terroristes, islamistes, tout ça, mais quand même, ils ont des intérêts, on va dire, sous-système. Et c'est pour cela, dans les conflits de l'application de ces accords, la Turquie, apparemment, il a revendiqué de prendre Afrin. Et c'est vrai, les Russes, ils disaient, alors, vous rendez la région au régime pour que l'ancien système revienne, ou sinon, je vais me retirer. Et c'est vrai, il s'est retiré, et il a donné le feu vert, malheureusement, au gouvernement d'Erdogan, bien que je pense que les Russes se trompent, parce que Erdogan n'est pas un allié fiable, et à personne d'ailleurs, à personne. Avant, il disait mon frère Bachar al-Assad, même un mois et demi avant le déclenchement de la crise syrienne. Et toujours, il a le double face, ou plusieurs faces d'ailleurs. Regardez, c'est clair. Vis-à-vis des Européens, il dit, vous savez, c'est une république. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une république. Laïque. Alors, oui, et laïque. Et c'est pour cela que j'ai des difficultés au Moyen-Orient avec la dominance de l'islam. C'est pour au Moyen-Orient, pour les musulmans, il dit, ben vous savez, parce que nous sommes des musulmans, on est rejetés par les mécréants. Donc toujours le double discours. Et d'ailleurs, il y a l'un des brillants spécialistes de la Turquie, il parle d'une assemblée que Mustafa Kemal avait réunie à l'époque, et quelqu'un dit, Pacha, que ça veut dire nous sommes laïcs? D'ailleurs, ils disent laïcs. Je vais revenir sur la définition de mot laïque et la différence avec la laïcité que nous entendons. Alors, Pacha, que ça veut dire nous sommes laïcs? On dit, ben, laïcs, ça veut dire nous sommes tous des Turcs et tous des Sunnis. Ben, c'est ça dans ce sens.
Alors, et si vous posez la question à un Turc, qui peut-être, je ne sais pas, il va donner l'interprétation de la laïcité comme lui convient, parce que le mot laïque, il est emprunté de mots arabes laïque. Les arabophones, ils vont comprendre. Laïque, ça veut dire convenable. Ben oui, je suis laïque, hein. Je suis convenable. Ça veut dire, et la laïcité, regardez, la polygamie, il est supprimé en Turquie, non? Vous savez que c'est interdit. Mais le deuxième pays de taux de la polygamie après la Jordanie au Moyen-Orient. Alors, alors, je reviens, si tu permets, Jamila, parce que là-bas, en Turquie, les forces démocratiques, même en respectant les lois édictées d'une façon ou d'une autre, avec les barrières, tout ça, lorsqu'ils se présentent au scrutin, ils sont élus, ben on les met en prison. Et lorsqu'il prend l'arme, il est terroriste. Vous voyez? Alors, et toujours le prétexte, c'est quoi? Oui, mais il fait partie de l'OTAN. Mais est-ce que la politique menée par ce gouvernement islamiste, est-ce qu'il est délibéré et décidé au sein de l'OTAN? Non. Mais pourquoi toujours les pays de l'OTAN, ils vont céder au chantage de celui-là? Alors, c'est lui qui a besoin de l'OTAN. Et c'est la même chose pour les intérêts étatiques. Et les États, tout à l'heure on a parlé, il y a des parlements européens qui ont signé. Moi j'étais au Parlement européen, je suis resté 3 jours. Et il y a 100 parlementaires européens, ils ont signé un soutien pour la population d'Afrin, la résistance d'Afrin, et contre l'agression turque. Et pratiquement tous les groupes politiques au sein du Parlement européen, ils étaient unanimes et nous avons fait une conférence de presse ensemble. Mais ça ne traduit pas en action gouvernementale. Parce que chaque gouvernement dit oui, mais j'ai des intérêts, des sociétés. Mais au contraire, il faut réfléchir autrement. La Turquie a besoin de l'aide de l'Europe. La Turquie doit respecter ces accords. Alors, c'est pour cela, donc, je pense que j'ai répondu à 2 questions au lieu d'une question. Merci beaucoup. Non, je vais revenir sur la dernière question qui a été posée par monsieur concernant l'attitude de la Turquie qui a quand même fait cette offensive en Afrin. Effectivement, le plus nombreux Kurdes vivent en Turquie. Nous sommes à peu près 20 millions. Donc en Syrie, il n'y a que quelques millions, mais 20 millions. Et ça fait peur à Erdogan, c'est sûr. C'est sûr qu'une reconnaissance internationale du peuple kurde à ses frontières, sur 900 km, ça fait peur. Mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la religion et l'islam. Il ne faut pas que nous confondions les choses. La religion, elle est propre à l'être humain. L'islamisme radical, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur dans la mesure, c'est manipulé. C'est manipulé par les États. Et nous, les Kurdes, quand on s'est fait attaquer par les djihadistes de Daesh, on est des musulmans aussi. Hein. Nous ne sommes pas des chrétiennes. Le 90% des Kurdes, c'est des musulmans. Donc il faut que nous sachions. Et quand on revient en arrière un petit peu dans les années 2002, quand Erdogan est venu au pouvoir, il n'est pas venu seul. C'est les États-Unis qui ont mis au pouvoir Erdogan. Parce que après le printemps arabe, il fallait un modèle d'islamiste modéré. Je ne sais pas comment on peut être islamiste et modéré, donc c'est une contradiction énorme en soi. Il fallait un modèle pour les pays du Moyen-Orient pour que les problèmes sociopolitiques qui éclataient un petit peu partout dans ces pays cessent, notamment en Égypte, etc., avec les frères musulmans, dont Erdogan est membre. Hein. Il faut savoir, Erdogan est membre de Frères musulmans, donc il est en train de se retourner vers l'union des pays musulmans à la place de l'Union européenne. L'autre jour, il a fait une déclaration, il faut culotter pour dire ça. Soit on adhère, une adhésion totale, soit on arrête les discussions. Non, mais à quoi? Donc il a une confiance totale et aveugle en lui-même et qui nous pousse à nous poser des questions, nous demandant qu'est-ce qui se passe, qui est derrière, c'est quoi cette farce qui est derrière. Il attaque Afrin avec l'armée syrienne libre. Alors ça, franchement, si vous croyez, il croit que nous croyons à ça, soit il est bête, soit il est très intelligent. L'armée syrienne libre
avec les djihadistes. Il suffit de voir leur tête pour savoir que ce n'est pas des démocrates, c'est des djihadistes. D'ailleurs, ça a été relaté dans la presse, plusieurs journaux, etc., reconnus mondialement au niveau international, que Erdogan a réintégré les anciens membres de Daesh pour attaquer Afrin, soi-disant que c'est l'armée syrienne libre. Moi, je crois que c'est déshonore l'armée syrienne libre, qui à la base, qui était quand même un groupe démocratique, qui voulait la démocratie pour la Syrie, qui luttait pour ça. Malheureusement, ça a été récupéré petit à petit par des groupes islamistes radicaux, etc. Donc, cette force n'a pas pu faire son rôle. Ce qui est malheureux pour le peuple syrien et tous les peuples qui vivent sur ce pays du monde, du Moyen-Orient. Mais voilà, donc il est islamiste, ce monsieur. Il est très islamiste, il est dangereux. Il a gouverné la Turquie pendant 13 ans avec son allié guleniste qui est aux États-Unis. Ils étaient au pouvoir, ils ont tout fait. Ensuite, quand il a dépassé au contrôle des États-Unis, là, ça posait problème. Parce qu'on ne pouvait plus le contrôler, ce monsieur, via un guleniste qui est quand même soutenu par les États-Unis. Donc, là, il a échappé au contrôle des États-Unis. Les États-Unis font quelques déclarations, mais pas au-delà de là. Donc, la solidarité, tout à l'heure, revenant sur la religion, je ne suis pas pour. Non, ce n'est pas la religion, c'est l'islam. Parce que moi, je pense que. Voilà, donc, il manipule la religion pour son propre pouvoir. C'est pour avoir l'électorat. Il est en train de jouer, je vous assure, il est en train de jouer pour avoir l'électorat nationaliste et très conservateur pour les élections en vue de législatives présidentielles en 2019. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il est aussi fort quand on essaie de le faire croire, comme je disais tout à l'heure. Il contrôle tout, tous les médias. Mais toutes les télévisions qui peuvent être opposées à lui, à ses idées, à son idéologie, sont fermées. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. 51 personnes, des étudiants de partout au pays, c'est pas que des Kurdes, hein, les opposants, se sont fait arrêter parce qu'ils ont osé partager sur les réseaux sociaux qu'ils étaient contre la guerre. Non, mais c'est extravagant, quoi. Donc, voilà. Sinon, en ce qui concerne l'attitude des partis politiques français, parce qu'il y avait une question qui a été posée par la dame concernant Mélenchon. Mélenchon, quand même, il est à nos côtés. Hein. Donc, il vient aux manifestations. Donc, il y a des déclarations qui ont été faites. Que ce soit Éric Coquerel ou Daniel Simonet. Donc, ils ont été présents à deux grandes manifestations qu'on a fait successivement à Paris. Khaled était là aussi. Donc, quand même, il y a un soutien. Mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. Donc, il faut des actes. Il faut des actes pour que la Turquie cesse ses attaques contre ce peuple. Mais écoutez, il faut que vous devez faire bouger vos élus au niveau national. non, mais moi, je ne sais pas que vous, hein, donc je parle du général. Quand je dis vous, c'est partout. Il faut que ce genre de réunion se multiplie. Non, mais, ça je sais, mais en général, ce sont les oppositions qui font bouger les choses quand elles sont efficaces, on sait bien, n'est-ce pas? Et c'est vrai que les Kurdes, le problème kurde n'est pas très connu de la société française. C'est vrai qu'on a commencé à connaître davantage après l'attaque de Kobané, mais le vrai problème kurde n'est pas très connu. Donc ce genre d'initiative, etc., ça serait pas mal. Ah oui, ça c'est... Ah ben quand on regarde que les gens qui votent FN, ce sont des gens qui vivent vers le sud de la France, hein, qui n'ont jamais vu un étranger de leur vie, donc voilà, donc ça j'imagine. Avant de redonner la parole à la salle, il y avait une question qui avait été dite au fond, si je me souviens bien. C'était les relations interkurdes, quoi, grosso modo, quoi, voilà. Ouais. Bon.
En réalité, comme j'ai dit, actuellement, l'idée dominante, c'est pas de créer un État. Et c'est vrai aussi, c'est qu'on avait vu avec la tentative qui a eu, l'expérience qu'il y a eu au Kurdistan irakien, comment il a abouti donc à l'échec. Alors, même pour ce projet, comme j'ai dit, nous avons une autre option, une autre conception de modèle politique. Nos amis des Kurdes, du Kurdistan de l'Irak, regardez, ils voulaient faire sur la base d'une entité ethnique. Ça crée des problèmes de zones disputées, zones de conflit, c'est un bon à retardement. Et nous avons cette différence de conception. Néanmoins, nous sommes bien sûr à leur côté et nous voulons que les acquis du peuple kurde au Kurdistan irakien soient préservés. Par contre, il y a une partie des Kurdes de l'Irak qui est sur la frontière turque et influencée géopolitiquement par le gouvernement d'Ankara. Et c'est la partie qui est dirigée par le Parti démocratique du Kurdistan irakien, dirigé par M. Barzani. Les autres, nous avons des relations avec le PDKI aussi, mais les relations de soutien et de coopération plutôt avec tous les autres partis politiques du Kurde irakien, à part le PDKI, il est sous l'influence de la politique turque, par la géopolitique, un. Deuxièmement, la majorité des entreprises qui sont dans cette partie du Kurdistan sont des entreprises turques et il y a une influence considérable sur la politique de ce parti politique. Alors, c'est malheureux de dire, mais quand même, Erdogan, il arrive à imposer au Parti démocratique du Kurdistan irakien de respecter l'embargo. Nous avons un point de passage avec nos amis kurdes irakiens, c'est Malka, et c'est fermé, et on trouve des difficultés à faire passer. Vous avez constaté dans le film que même des livres scolaires, ça ne se passe pas. Ouais. Et ça, c'est toujours en réalité, l'élément de perturbation, de déstabilisation au Moyen-Orient, c'est le gouvernement d'Ankara. Les conflits, même regardez, il a commencé encore une nouvelle fois d'accentuer les conflits avec Chypre, avec la Grèce. Hier, d'ailleurs, la Grèce a convoqué, je crois, l'ambassadeur turc. Tout ça. Donc, ouais, mais toujours, la politique d'Ankara, c'était quoi? D'alimenter, de fomenter des problèmes entre les pays voisins. Et après, des fois, il se présentait comme arbitre, d'ailleurs. Je donne un exemple. Il coupait le quota de l'eau de l'Euphrate sur la Syrie. Donc, par conséquent, le quota irakien diminuait. Il y a eu des conflits entre Damas et Bagdad avant le conflit syrien. Et lui, il se présentait comme arbitre pour réconcilier, soi-disant. Donc, malheureusement, les relations avec une partie des Kurdes irakiens qui n'est pas encore à l'auteur de nos espérances. Et nous avons des relations, mais nous espérons que déjà qu'ils arrivent à préserver leur acquis. Vous savez combien de bases militaires turques il y a au Kurdistan irakien? 18. Oui, donc c'est déjà militairement, ils sont là. Et économiquement, ils sont sous l'influence turque et affaiblis davantage après cette tentative de référendum d'indépendance. Malheureusement, leur situation ne leur permet pas d'être assez solide pour soutenir les autres partis. Par contre, au Parlement du Kurdistan irakien, ils ont envoyé une délégation représentative de tous les partis politiques pratiquement. Et ils sont rendus à Afrin il y a 2 jours. Donc quand même, symboliquement, voilà, il y a un soutien symbolique. Mais comme j'insiste, notre projet, ce n'est pas projet kurde ou État kurde ou entité kurde. Et c'est pour cela, nous pensons qu'ensemble, avec les peuples de la région,
Une fois que les peuples coopèrent ensemble, ils peuvent avancer les choses d'une façon démocratique et les frontières vont perdre leur fonctionnalité. Et c'est pour cela, que ce soit en Turquie ou en Syrie ou en Irak, et on peut comprendre aussi les inquiétudes des teneurs de pouvoir dans ces pays. Merci. Je veux dire un petit mot en ce qui concerne la relation entre les Kurdes de différents pays ainsi que les Kurdes d'Irak. Je pense qu'il ne faut pas généraliser quand on dit les Kurdes d'Irak, Barzani et le reste des Kurdes d'Irak. Parce qu'il y a cette assemblée du gouvernement fédéral de la région de sud, enfin en Irak. Il y a d'autres groupes qui existent. Il y a les Goran, il y a les Talabani, il y a plusieurs groupes existants. Le Barzani, à mon sens, il ne représente pas une démocratie proprement dite. Donc pendant plusieurs années d'ailleurs, il est resté le président de la région sans que ça soit approuvé par l'Assemblée. Il a quand même arrêté plusieurs ministres, il a arrêté des députés, etc. Il faut savoir aussi que le pétrole du Kurdistan d'Irak se retrouve des acheteurs sur le plan international via la Turquie. Et donc, c'est énorme. C'est cette relation économique entre la Turquie et les Kurdes d'Irak, comme ça. Donc voilà, c'est pas que Barzani qui existe en Irak. Hein. Sinon, il y a quand même des soutiens. Comme disait Khaled, il y a une délégation qui a été envoyée à Afrin pour voir la situation. Mais voilà, merci. D'autres questions? Oui, après, t'inquiète. Excusez-moi, je vous interromps 2 secondes. Je suis un des assistants de M. Issa. C'est pour vous signaler, j'ai cru entendre qu'il y avait une demande d'information sur la manière d'aider Afrin. Je me permets juste de vous signaler que sur la page internet, le site internet de la représentation, www.rojavafrance.fr, il y a un appel à dons qui est ancien mais qui est toujours actif pour le Rojava. Et évidemment, la représentation du Rojava est le seul mandataire légitime pour représenter non seulement la population d'Afrin, mais l'ensemble de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, dont le Rojava fait partie. Donc il y a un appel à dons disponible sur ce site avec les coordonnées pour les différentes manières de venir en aide à la population. Voilà, merci.